Pour vous, structurellement, les marchés ne peuvent désormais que monter. C'est votre message et votre verdict. Vous l'assumez ? Alors, j'ai jamais autant assumé un message que celui-là. Waouh. Structurellement, les marchés ne peuvent que monter désormais. Alors là, vous y allez fort. Vous êtes cash. Je suis très cash. C'est la bourse cash. Effectivement, vous êtes à la hauteur du rendez-vous, David. Merci Guillaume. Comment vous justifiez un tel optimisme ? Structurellement, les marchés ne peuvent que monter. Comment vous pouvez dire ça, David ? Les marchés peuvent aussi baisser parfois. Alors, effectivement, on peut avoir des mouvements de baisse. Fondamentalement, on peut avoir un débat qui systématiquement arrivera. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une équation qui est assez simple, Guillaume. Il faut simplifier les choses. C'est ce qui, souvent, est la meilleure chose à faire. Simplifions tout ce qui rentre, toute l'équation entre l'offre et la demande sur le marché. J'ai fait une très grosse enquête avec tous les brokers qui m'ont aidé là-dessus. Et ça a été une enquête assez passionnante pour comprendre pourquoi les marchés tiennent aussi bien depuis le Covid et pourquoi, finalement, on a des rebonds systématiques après des périodes de doute qui sont intenses. Ça, c'est très intéressant. Je ne vais pas vous donner 100 chiffres, vous inquiétez pas, ça ne va pas être ennuyeux, mais très clairement, on regarde, il y a les entreprises, il y a les foyers, il y a les professionnels et il y a les investisseurs étrangers quand on parle du marché américain, par exemple. Parlons déjà juste des entreprises, facilement. Il y a les rachats d'actions, moins ce qu'on appelle les IPO, c'est-à-dire la mise dans le marché d'un certain nombre de sociétés, et ce qu'on appelle aussi les blocs, dit les ABB, ce que nous on appelle comme ça. Si on fait le ratio entre si on regarde juste les IPO, vous savez combien il y a eu d'IPO au premier trimestre aux États-Unis ? Pas assez. Très peu, 12 IPO. Alors ok, on va multiplier par 4, ça fait 50. La moyenne depuis 20 ans, c'est 120 IPO. En 2021, on en avait 220. On est à 12 sur le premier trimestre. J'ai pas le chiffre également des ABB, mais si on prend les rachats d'actions, on arrive à plus d'1 trillion. Ce sera l'année record des rachats d'actions par les entreprises. On va battre le record, Guillaume. Donc 1 trillion de rachats d'actions cette année. Si on fait l'équation donc des rachats d'actions moins les IPO moins les ABB, entre ce que les entreprises mettent dans le marché et ce qu'elles enlèvent du marché, on a un flux positif de 675 milliards de dollars. C'est vraiment colossal. Donc les entreprises, pour conclure, ne listent plus. Les actionnaires de ces entreprises ne vendent plus, mais par contre, elles rachètent leurs propres actions. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Je ne vais pas vous donner tous les autres chiffres, mais le deuxième plus gros intervenant, c'est les particuliers. Et là aussi, c'est très intéressant. Ils ont 20% de part de marché aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un argument pour l'Europe. Parce que dans le portefeuille des Américains, le portefeuille financier des Américains, il y a plus de 30% en actions. Dans le portefeuille d'un Européen financier, dans le portefeuille financier, c'est 10%. Et là, on a compris qu'on est dans une nouvelle dynamique. Les milléniums viennent sur ce marché-là. On sent qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés. Et s'il y a bien un argument qui va encore pousser l'Europe, c'est le fait qu'il y a de plus en plus d'actions, d'investisseurs autour des mouvements de hausse qu'ils vont avoir en Europe. Et c'est QFD. Donc, deux marées montantes, là. Marée montante des investisseurs particuliers en Europe, phénomène générationnel sans doute, et par définition amené à se poursuivre, peut-être à s'amplifier, à mesure que les jeunes qui aujourd'hui investissent gagneront de l'argent au fil de leur carrière. C'est la première idée. Et puis la deuxième, c'est que, voilà, quand on regarde les rapports de force, un peu plus techniques, c'était le début de votre intervention, au sein des marchés, vous vous dites, là aussi, il y a de quoi pousser une marée montante sur les indices. On n'est sans doute pas au bout de la hausse des indices. C'est exactement ça. Et il y a 700 milliards de dividendes. Il y a des OPA également, c'est autour de 220 milliards. Et les investisseurs étrangers sur le marché américain, c'est près de 300 milliards. Oui. Donc, la conclusion de ça, c'est qu'il y aura une expansion des multiples. Donc, tout le monde considère que les marchés sont chers, à 22 fois sur le marché américain et 15 fois en Europe. Mais parce que l'équation entre l'offre et la demande est tellement vers des flux rentrants sur les marchés que automatiquement, les multiples vont être obligés de monter. Et on le voit, depuis le Covid, il n'y a pas une fois où les marchés n'ont pas baissé. Il y a eu un rachat de ces faiblesses de marché, un buy de dip. Ils sont de plus en plus difficiles à trouver dans le marché. Et je trouve en tout cas que de regarder pragmatiquement les entrées, les flux entrants et les flux sortants, c'est une explication très rationnelle au rebond des marchés et au niveau des marchés actuels. Et ce qui serait intéressant, c'est de poursuivre l'équation, poursuivre vos calculs et justement regarder jusqu'à quel niveau de multiple tous ces rapports de force devraient nous emmener, toutes choses étant égales par ailleurs. Ça pourrait être intéressant à regarder. Vous avez une idée là-dessus ou pas? Jusqu'où la hausse? Je pense que c'est très complexe, mais je vais évidemment additionner un peu tous les flux rentrants. Après, on va regarder par rapport à la volumétrie de marché. Mais je pense qu'effectivement, ça peut nous emmener sur des niveaux beaucoup plus élevés. Et puis, l'image, c'est que le retail, le marché
américain sur ces 10 dernières années a pris quand même 150%. Je crois qu'en Europe, on l'a bien compris. Et c'est là où je pense que l'avènement du retail en Europe est vraiment une source très importante qui va aider les marchés à continuer de progresser. On aura moins de différence entre le marché américain et les marchés européens, rien que pour cette raison. Ça, c'est assez incroyable quand même. Vous misez vraiment sur les particuliers en Europe. On sait que les Américains ont la culture de la bourse et leur retraite dépend essentiellement de la bourse. Bon, vous pensez qu'en Europe, il va y avoir une forme pas d'acclimatation, mais carrément d'acculturation à la bourse. On va s'y mettre. Je pense que c'est générationnel. Je pense que c'est une source de revenus qui est évident. Aujourd'hui, les revenus sont plus difficiles à avoir, les impôts montent, etc. Je pense que la bourse est une source de revenus qui est identifiée et qui est vraiment très solide. Bon, malgré tout, David, pourrait aussi essayer d'être un petit peu prudent, quand même, surtout dans le contexte actuel qui est extrêmement volatile, extrêmement mouvant. Est-ce qu'on a aussi des raisons de rester un peu mesuré sur l'exposition à la bourse? Oui, Antoine, vous avez raison. Là, je vous parlais effectivement de la structure de marché en tant que telle, mais les fondamentaux, il y a beaucoup de gens actuellement dans le marché, et spécifiquement après la hausse de 20%, qui émettent beaucoup plus de prudence. La prudence, effectivement, c'est surtout lié à la récession. On a eu un chiffre aujourd'hui, vous l'avez décrit avec Julie, sur les chiffres d'ADP qui étaient un petit peu plus faibles, les chiffres de Jolts. Donc la question est récession ou pas. Et l'autre question qui est très intéressante, c'est... Antoine, c'est que la plupart des sentiments baissiers prennent le fait de dire que les soft data, les enquêtes d'activité ne se sont pas encore traduites dans les hard data, donc les données en dur. Donc ils attendent ça avec impatience justement, pour se dire, tiens, voilà, enfin on va avoir tout ce qu'on a vu à travers les soft data, ces enquêtes d'opinion qui finalement étaient un peu dégradées, on va l'avoir à travers les hard data. Et ça tombe bien, puisque vendredi, on a un chiffre de l'emploi qui va être évidemment crucial. Et donc, on a le sentiment depuis un certain temps qu'il y a une décorrélation entre les soft data et les hard data. Ça va être intéressant de voir si oui ou non, enfin, ces chiffres en dur vont commencer à décliner et nous amener vers une récession probable, ou en tout cas certains les mettent, sur la deuxième partie d'année, notamment au troisième trimestre.